C'est bon celui-là? Parfait. Alors moi, je vais vous parler de séries temporelles. Donc, est-ce que vous savez ce que sont des séries temporelles? Qui sait ce que sont des séries temporelles? C'est bien. Alors, un petit mot sur moi d'abord. Donc, moi, je fais du big data, même si j'aime pas le terme. Si vous cherchez le domaine bigdata.fr, c'est moi qui l'ai, parce que ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Comme ça, personne ne fait rien avec. Euh, Après, si vous voulez me l'acheter, on peut discuter. Donc moi, j'ai fait du big data chez Google. J'étais dans une équipe qui gérait le service Bigtable pour les petits projets de Google, c'est-à-dire des choses comme leur réseau social, comme Google Docs, enfin voilà, des petits projets, sachant que les gros projets comme Gmail étaient suffisamment grands pour gérer Bigtable tout seul. Après, j'ai lancé l'initiative Big Data au sein d'une banque, qui n'était pas la Société Générale, mais le Crédit Mutuel Arkea, qui doit bien avoir 10 ans d'avance sur la Société Générale en termes de Big Data. Grâce à moi. J'étais relativement pionnier en France sur l'utilisation d'Hadoop et d'HBase, puisque le premier cluster qu'on a poussé en production, c'était en 2009. Donc ça fait presque 10 ans. Et il tourne encore. Et il y a l'intégralité des données de la banque dessus. En 2013, j'ai quitté le monde bancaire et j'ai créé une startup qui s'appelle Citizen Data, qui s'intéressait à quelque chose qui, à l'époque, faisait ouvrir grand les yeux des gens, qui était l'Internet des objets, parce que tout le monde disait les capteurs, ça sert à rien, j'en aurai jamais. De toute façon, il n'y aura jamais de capteurs dans mon environnement. Et donc, nous, on était convaincus qu'ils avaient tort. Et je pense qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils avaient tort. Et on a lancé une boîte en avril 2013 pour créer une plateforme de gestion de données issues de capteurs à destination de tout un tas de secteurs qui allaient avoir des besoins autour de cette typologie de données. Et vous allez voir que les secteurs sont très, très variés. Et donc, cette plateforme de gestion des données issues de capteurs s'appelle Warp 10. On verra un peu tout à l'heure pourquoi. Vous verrez qu'on fait de l'espace et du temps et que c'est pour ça. Donc, si vous voulez parler du talk ou me parler en direct sur Twitter, vous pouvez me trouver à Herbert. Alors, les séries temporelles. Vous m'avez dit que vous saviez ce que c'était, heureusement. Des séries temporelles, très souvent, on les représente comme ça, comme des courbes où l'axe des abscisses est le temps, et on a une grandeur qui varie au fur et à mesure que le temps s'écoule. Alors, les séries temporelles, on va en retrouver dans tout un tas de secteurs. Alors, bien évidemment, en bas à droite, il y a le secteur de prédilection pour le monde de la banque, c'est-à-dire la finance. Hein. Les cours de bourse sont, on va dire, parmi les séries temporelles produites ou liées à de l'activité humaine, celles qui ont le plus de données à manipuler, notamment parce que le trading à haute fréquence fait qu'il y a énormément de transactions, enfin il y a beaucoup de transactions, mais il y a tout un tas d'autres secteurs qui ont cette typologie de données-là à leur cœur. Alors, Steven tout à l'heure parlera du monitoring. Donc, le monitoring IT est un élément important. Mais nous, on va plutôt se focaliser dans notre travail, non pas sur le monitoring ou sur la finance, même si nos solutions sont utilisées dans ces environnements-là, mais plutôt sur de l'Internet plus industriel, avec des avions, des trains, des éoliennes, des centrales nucléaires, des groupes électrogènes, etc., qui produisent énormément de données. Il faut savoir qu'un A350 en test, c'est 670 000 capteurs, qui sont mesurés plusieurs fois par seconde. Donc c'est vraiment énormément de données. Une éolienne, c'est à peu près 20 000 mesures par seconde. Donc ça vous donne un ordre d'idée quand vous avez un champ d'éoliennes avec 1000, 2000, 3000 éoliennes, ce que ça peut générer comme données. Une Tesla, c'est un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. Donc ça, c'est des données qui sont produites. Pourquoi? Parce qu'on a des capteurs sur ces équipements-là, d'accord, et qui sont pour beaucoup des données qu'on n'exploite pas finalement dans l'historique, mais qu'on va exploiter de façon instantanée. C'est-à-dire qu'on va regarder des indicateurs qui vont nous dire l'éolienne produit, ne produit pas, la voiture avance, avance pas, etc., etc. Maintenant, il commence à y avoir des usages dans lesquels on a besoin d'historiser les données et de revenir sur des données historiques profondes pour faire un certain nombre de choses. Alors, par exemple, dans la finance, si on prend la Société Générale, imaginez que vous vouliez faire du leasing d'équipement, plutôt que de facturer one shot, vous pouvez le facturer à l'usage, et donc facturer d'après l'utilisation effective d'un asset. Dans le cas des équipements industriels, on commence à avoir un regain d'intérêt sur la maintenance, c'est-à-dire de regarder si les données
historiques de comportement d'un équipement ne sont pas révélatrices de comportement de l'équipement en question et si on ne peut pas éventuellement prédire des anomalies. Alors l'objectif de notre proposition technologique, c'est de simplifier la gestion de ces données-là parce qu'on s'est rendu compte, notamment dans le domaine de l'Internet des objets industriels, que gérer ces données-là à très grande échelle, c'était quelque chose de très compliqué. Et donc plutôt que d'avoir des gens qui réinventent la roue et qui finalement sont très très éloignés de leurs problématiques business quand ils réinventent cette roue-là, on leur propose une roue sur étagère qu'ils peuvent d'emblée utiliser et aller le plus loin possible et le plus vite possible. Donc pour ce faire, on a créé un modèle qui est très très flexible puisque nous on est parti d'un premier use case qui était de l'Internet des objets grand public. On s'est petit à petit diversifié vers l'Internet des objets industriels, vers de la finance, vers de la prévision météo, etc. Tout ça avec un modèle qui est le même que celui qu'on a imaginé au départ, qui est un modèle qu'on a appelé des séries spatio-temporelles. Pourquoi ? Parce que le premier périmètre qui nous a intéressés, nous, c'était des capteurs qui se déplaçaient puisqu'ils étaient sur des gens qui bougeaient sur un terrain de sport en l'occurrence. Donc on a créé ce modèle de séries spatio-temporelles, les GeoTime Series en anglais, qui est la fusion entre une série temporelle issue d'un capteur et la position du capteur au moment de la mesure. Et en fusionnant ces deux éléments-là, on va simplifier énormément d'éléments de la chaîne d'analyse. Donc comment est-ce qu'on va identifier une série spatio-temporelle ? C'est relativement simple. On va avoir ce qu'on appelle une classe qui va grosso modo représenter le type de mesure et des labels qui sont des clés-valeurs qui vont permettre de caractériser une instance particulière dans une classe. Chacune des mesures, chacun des points qu'on va pousser dans ce conteneur qui est une série spatio-temporelle vont contenir bien évidemment une valeur, mais aussi un timestamp, sinon ce n'est pas une série temporelle, et si elle est disponible, la position du capteur au moment de la mesure. Donc on va avoir ce qu'on appelle un tic, c'est-à-dire l'horodatage de la mesure, une latitude, une longitude, une élévation et une valeur. Et dans notre cas, pour que le modèle soit vraiment flexible, on a des valeurs qui sont soit des valeurs numériques, donc des entiers, des virgules flottantes, soit des booléens pour avoir des états. Prenez une maison, par exemple, vous avez énormément d'interrupteurs on-off, ça ne sert à rien de les représenter sur quelque chose de plus grand qu'un booléen. Et pour être vraiment, vraiment très, très souple, des chaînes de caractères qui vont pouvoir être porteurs de tout un tas de choses qu'on a encodées et qui seront finalement des séries temporelles d'objets complexes. Donc le paradigme qu'on a sur le monde de l'Internet des objets industriels, c'est celui qu'on appelle le digital twin, c'est-à-dire de considérer que l'ensemble des séries temporelles issues des capteurs, et dont on conserve l'historique sur une plateforme qui est dédiée à la manipulation de ces séries temporelles, représente le jumeau de l'asset réel. Donc on va pouvoir, en regardant les données, avoir une idée de l'état de l'asset à un moment particulier. Et inversement, en agissant sur certaines séries, on va pouvoir éventuellement modifier l'état de l'asset en question. Donc on a vraiment une dualité entre l'asset et la représentation de l'asset sous forme numérique au travers des valeurs des séries temporelles. Alors notre plateforme, elle est disponible dans plusieurs versions. On a une version qu'on peut déposer au plus proche du device, donc qu'on va embarquer. On a une version qu'on peut déployer sur un serveur seul. Et puis, pour les besoins beaucoup plus importants, on a une version qu'on peut déployer au-dessus d'Hadoop et d'HBase. Avec là des niveaux de scalabilité, à la fois en termes d'ingestion de données et en termes d'historisation, qui commencent à devenir très, très importants. On commence à parler de plusieurs millions de mesures par seconde qu'on va être capable de collecter et de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de milliards de mesures qu'on va pouvoir historiser, auxquelles on va pouvoir accéder. On est vraiment sur des niveaux très très élevés. Sur la version distribuée, on a effectivement un cœur qui est basé sur Hadoop et HBase. On a un Kafka également au centre du dispositif, de l'infrastructure. Et puis on a un certain nombre de composants qu'on va pouvoir répliquer en fonction des besoins qui vont chacun gérer une partie de la chaîne d'acquisition de la donnée. Donc il y a l'ingestion, bien évidemment, il y a le stockage et il y a la manipulation qui va permettre de créer de la valeur, puisque, in fine, c'est quand même ça qu'on veut. On ne veut pas une décharge avec des données, on veut quelque chose dont on va pouvoir tirer quelque part un avantage. Compte tenu des données auxquelles on s'est intéressé, dans notre premier use case, donc des données physiologiques d'athlètes de haut niveau, on est sur une solution qui a des mécanismes de sécurité qui sont importants, notamment pour segmenter différents utilisateurs, pour garantir que les données accédées ne sont pas accédées par n'importe qui, qu'on n'accède pas à des profondeurs trop profondes si on veut donner que l'accès aux données récentes, par exemple,
qu'on puisse modifier les données à la volée au moment où on les récupère, et fournir un environnement, et ça c'est fondamental, de manipulation, d'analytics qui est sandboxé, c'est-à-dire dans lequel vous pouvez laisser finalement les gens exprimer des besoins d'analytics sans pour autant risquer de vous faire pirater votre machine. Alors justement, sur la partie analytics, le constat qu'on avait fait, c'est qu'il y avait à l'époque, en 2013, et c'est à peu près toujours vrai aujourd'hui, très peu de solutions qui étaient facilement exploitables pour manipuler cette typologie de données, pour manipuler des séries temporelles. Et donc, on a créé une solution d'analyse de séries temporelles construite autour d'un langage qui est dédié à ça et qui va vraiment simplifier la tâche, puisque toutes ces roues que vous pourriez avoir à réinventer, nous, on vous les propose sur étagère et vous pouvez juste en prendre une et dire je veux faire de la détection de patterns sur une série temporelle, je veux faire une transformée de Fourier, je veux faire une transformée en ondelette. C'est des choses qui sont sur étagère. Vous n'avez pas à aller chercher à droite et à gauche et à adapter à un environnement particulier. C'est disponible dans un langage qui s'appelle WarpScript, qui est un langage basé sur une pile, donc il est relativement simple à apprendre. Son inspiration, elle vient de deux choses. Elle vient d'une HP48, d'une part, qui a une notation polonaise inverse qui est basée sur une pile, et du langage PostScript, qui lui aussi est un langage basé sur une pile et qui a un certain nombre de constructions, on verra tout à l'heure, qui sont très intéressantes, notamment dans la redéfinition même du langage, puisque le langage et les données, finalement, sont quelque part identiques dans leur positionnement et dans leur statut au sein du langage. Donc la façon dont on va mettre en œuvre ce langage sur la plateforme interactive Warp 10, c'est très simple. On va soumettre un job d'analyse qui est écrit en WarpScript à Warp 10 au travers d'une requête HTTP. Et on va récupérer le résultat de l'analyse sous forme d'un objet JSON, ce qui fait qu'on peut intégrer ça dans à peu près n'importe quel environnement. On n'a pas trouvé aujourd'hui d'environnement depuis lequel on ne puisse pas le faire. Et on a un langage complet dans lequel on va pouvoir exprimer des choses assez élaborées, puisqu'on a des boucles, on a des conditionnels, on a des macros pour éventuellement factoriser du code, etc., etc. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que ce langage est dédié aux séries temporelles ? Eh bien, quand on regarde de près ce qu'on fait habituellement sur des séries temporelles, il y a des patterns qui ressortent, il y a des choses qu'on fait très fréquemment et qui, mine de rien, sont des choses qui, si on n'a pas les bons outils pour le faire, vont nécessiter du temps, vont nécessiter du code. La première chose, quand on s'intéresse à des données qui sont issues de capteurs dans le milieu industriel, par exemple, c'est qu'on n'est pas sur des séries économétriques, donc vous n'avez pas une mesure par jour, vous avez des timestamps qui sont à la microseconde, et vos timestamps ne sont jamais réguliers. Ou alors vous avez vraiment de la chance. Et je pense que c'est un biais, mais normalement, ils ne sont jamais réguliers. Donc vous avez besoin, dans énormément de cas, d'abord de réaligner les timestamps. Donc rien que cette solution-là, comment est-ce qu'on réaligne des timestamps dans une série temporelle ? Regardez un peu les outils divers et variés que vous avez et vous verrez que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que ces outils-là, généralement, considèrent que vos timestamps sont déjà alignés. Donc vous allez devoir redévelopper des choses pour le faire si vous n'avez pas un outil qui vous le propose. Donc là, dans WarpScript, il y a un framework qui s'appelle Bucketize qui permet de le faire. Même chose sur le déplacement d'une fenêtre glissante sur une série temporelle. C'est des choses qui sont assez fréquentes sur cette typologie de données. Si vous n'avez pas un framework qui vous permet de le faire facilement, vous allez devoir réinventer la roue. Même chose sur la réduction de n séries en une seule, sur le filtre, sur l'application de fonctions sur des séries. Ce sont des choses dont on a besoin. Après, il y a tout un tas de choses qu'on fait sur des séries temporelles, autour de la statistique descriptive, autour du traitement du signal, autour de la manipulation de données de certains capteurs. Par exemple, vous prenez un IMU, si vous avez le positionnement d'un objet dans l'espace, vous allez devoir manipuler des quaternions. Donc, est-ce que vous voulez redévelopper des fonctions de manipulation de quaternions ou est-ce que vous voulez juste manipuler les quaternions parce que vous avez une IMU qui les remonte ? Eh ben, on a au sein de WarpScript, alors celui-là, il n'est vraiment pas lisible pour le coup. On peut dire merci au VGA, c'est très très compliqué. Mais vous avez aujourd'hui dans WarpScript 800 fonctions qui vous permettent de faire très facilement ce genre de manipulation sans avoir à réécrire du code qui est très éloigné de votre problématique. Vous n'avez pas à réécrire du code bas niveau, vous n'avez pas à réécrire des algos de manipulation de série en dehors d'un contexte. On s'est déjà chargé de le faire et on vous les propose relativement facilement.